Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Europe 1 Soir Week-end, deuxième heure. J'accueille mes débatteurs, mon duo du dimanche. Je termine la semaine avec vous, messieurs. Alexandre Malafaye, fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Stéphanie Demuru. Jean-Michel Salvatore, chroniqueur politique. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Stéphanie. On lisait beaucoup de confusion évidemment. On en parlait pendant la publicité. Bien malin celui qui sait ce qui va se passer en Iran et ce qu'a Donald Trump dans la tête. C'est sûr que Donald Trump met la pression, on l'a vu ces dernières semaines, ces derniers jours, avec cette armada qui s'est dirigée vers l'Iran, ce porte-avions qui est dans le Golfe, voilà, aux abords de l'Iran. Donald Trump qui dit espérer trouver un accord avec Téhéran ce soir. Le régime des Mollahs, lui, met en garde contre toute attaque américaine qui déclencherait une guerre régionale. Bonsoir, général Bruno Clermont. Bonsoir. Vous êtes expert en stratégie militaire. Alors, je le disais, frapper, négocier. On ne sait pas vraiment où on en est ce soir. Mon général, j'allais dire, mais non, vous n'êtes pas général, mais si, général, excusez-moi. Bruno Clermont, pardon pour ce cafouillage. Écoutez, la ligne de Trump, c'est la diplomatie par la force. Alors, et la force, il y a deux manières de l'utiliser. Soit on la montre et ça dissuade, soit on la montre, ça ne dissuade pas et on l'utilise. Donc aujourd'hui, on est entre ces deux positions. La force, il est en train de la montrer avec le dispositif militaire qui est déployé actuellement. Et pour l'instant, il privilégie la diplomatie en montrant ses muscles. Ouais. Le problème, c'est que de l'autre côté, on est également dans une guerre de l'information, une guerre du bluff, où chacun essaie d'impressionner l'autre et on n'a pas le sentiment que la diplomatie avance. Donc si le président Trump déclare que les négociations avancent, c'est que, visiblement, au minimum, les Iraniens essaient de gagner du temps. Alors peut-être que vous allez m'éclairer, parce que moi j'ai du mal à suivre Donald Trump sur ses intentions, parce qu'on se pose la question de savoir ce qu'il va faire, mais enfin surtout où est-ce qu'il veut aller, parce qu'au départ on avait l'impression qu'il avait l'envie de décimer le régime des Mollahs, puisqu'il a aussi encouragé les manifestants en Iran. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il veut s'en prendre au nucléaire iranien et avoir un accord sur ce plan-là. Quel est votre regard ? La seule phrase qui dénote dans sa stratégie, c'est finalement lorsqu'il a déclaré dans un post que l'aide arrivait et qu'il encourageait les Iraniens à renverser le gouvernement. Alors si on enlève ça, on va prendre par exemple les frappes aériennes, la campagne aérienne qu'il y a eu lieu au mois de juin, la guerre de 12 jours dans laquelle Trump a mis fin à cette guerre de 12 jours en faisant ce fameux raid nucléaire depuis les États-Unis, le Midnight Hammer, en bombardant les sites nucléaires et puis en disant aux Israéliens, maintenant on arrête. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate maintenant 6 mois après que le programme nucléaire n'est pas détruit, puisque visiblement l'uranium enrichi a été sorti et mis ailleurs. On sait qu'aujourd'hui, il y a un autre site dans lequel des centrifugeuses fonctionnent et peuvent continuer à enrichir. Et puis le programme balistique, qui était l'objectif des Israéliens, il a interrompu la campagne avant qu'ils aient détruit toute la... Et pourquoi il a fait ça ? Il a fait ça parce qu'il ne voulait pas d'embrasement. Visiblement, il a fait ça parce qu'il avait peur de la suite. Il avait peur de ce qui se passerait si les Israéliens allaient trop loin dans les opérations militaires. Donc l'ayatollah Khamenei a raison aujourd'hui quand il dit qu'une attaque déclencherait une guerre régionale. Alors une attaque américaine, il y a deux types d'attaques américaines. Une attaque limitée, ciblée, qui permettrait par exemple de viser essentiellement Khamenei, les principaux membres du gouvernement, pour voir ce qui se passe, tester la réaction de la population, soulèvement, pas soulèvement. Et puis il y a une deuxième type d'attaque qui est plutôt celle que font les Américains habituellement. C'est une campagne aérienne dans laquelle on cible les objectifs et puis pendant des jours et des jours, on envoie des avions, on envoie des missiles Tomahawk et puis on voit ce qui se passe. Et là aussi, on fragilise l'appareil militaire, on fragilise l'appareil gouvernemental. Et puis on espère, parce que c'est là la difficulté, on espère que la population va se soulever et pourra chasser les gouvernements du pouvoir et installer un autre gouvernement. Oui, rien qu'en disant cette phrase, on se rend compte que ça va être compliqué. C'est ce qui s'est passé hier avec... on a parlé d'une explosion, mais en réalité, il y en avait 5, notamment une plus importante, effectivement, dans le détroit d'Ormuz. C'est quoi ? C'est difficilement... un hasard, le fait que ça se produit sur un port stratégique pour les Iraniens, une emprise des gardiens de la Révolution, dans des endroits qui sont stratégiques aussi. Signal. Donc il y a vraisemblablement, il s'est passé quelque chose qui est lié à la situation militaire actuelle, qui est derrière, on n'est pas capable de le dire, mais il y a évidemment un lien entre la tension, le bluff, la pression et les hésitations, et pour l'instant, le choix qui est fait de privilégier la diplomatie.
par la force. Jean-Michel Sadator. Ouais. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur les objectifs immédiats de Donald Trump, parce que on a bien vu qu'il y avait deux objectifs. Il y a faire tomber le régime des Mollahs. On a bien vu à quel point c'est compliqué, parce que c'est un régime qui est quand même très installé, avec beaucoup de ramifications, des gardiens de la Révolution, 200 000, 300 000 personnes qui ont un intérêt quasiment vital et personnel à ce que le régime continue. Et puis il y a ces négociations sur le nucléaire. Alors là, on a l'impression que la discussion, elle est plutôt sur le nucléaire. Qu'est-ce qui est véritablement en jeu? Parce qu'on voit bien que les Américains, ce qu'ils veulent, c'est la fin du programme nucléaire iranien. Et on a bien vu qu'en face, les autorités iraniennes, et notamment l'un des ministres iraniens, a expliqué que la capacité de défense de l'Iran et les missiles iraniens ne pouvaient pas faire partie d'une négociation. Donc, sur quoi on discute en fait? Alors, vous avez raison de signaler les deux aspects, mais il y a un aspect qui n'a jamais été évoqué par Trump, c'est le changement de régime. Quand il parle de négociations avec les Iraniens, c'est uniquement sur le programme nucléaire, le programme balistique, le soutien des proxys, les centrifugeuses. Il ne parle pas de changement de régime. Oui, mais quand il dit aux Iraniens « on arrive », alors c'est pour ça que cette phrase, on se demande ce qu'elle fait dans ce paysage, puisqu'en réalité, on a le sentiment qu'elle est arrivée un peu par hasard, par une espèce d'emballement, par une façon de surréagir à une situation, mais dans son être profond, dans sa stratégie, c'est pas son objectif. Mais comme c'est Trump, c'est pas parce que c'est pas son objectif aujourd'hui, ça peut pas devenir son objectif dans une semaine ou dans 15 jours. Enfin, en tout cas, c'est l'intérêt, la disparition du régime des Mollahs, c'est quand même l'intérêt de son allié israélien. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, je suis pas un spécialiste. Et il travaille main dans la main en ce moment avec Israël. Alors, vous avez raison, il y a deux... Alors, si on revient, grosso modo, si on fait de la macro sur les opérations, il y a deux types d'opérations. Une opération avec que les Américains ou une opération avec les Américains et les Israéliens. A priori, il semblerait qu'on parte plutôt sur une opération américaine, mais en fonction des représailles de l'Iran, à ce moment-là, Israël participerait également à cette opération. C'est pour ça d'ailleurs que toutes les options, le chef d'état-major de l'armée israélienne était à Washington ce matin, il a rencontré le patron des armées américaines, les chefs du renseignement, ils ont commencé à discuter sur les options, voir comment on pouvait joindre nos forces ou se défendre par rapport à des représailles, et en ce moment, le chef d'état-major israélien est à Tel Aviv et débriefe le gouvernement pour expliquer voilà ce que les Américains pensent et voilà ce qu'ils font. Donc la coordination entre les Américains et les Israéliens, elle sera indispensable si l'opération démarre. Ça, c'est bien sûr évident. Et peut-être dernier point. Oui, mais c'est intéressant ce que vous nous dites. Ce qui semble être alimenté en information, c'est que, moi, c'était aussi un peu mon sentiment, c'est que le dispositif n'est pas encore prêt pour des frappes massives, pour une opération militaire dans la durée. Le dispositif est là pour une seule opération, courte, rapide, et puis... mais en tout cas, une opération prolongée, non, en particulier dans le domaine défensif. Il y a tellement de sites possibles. Les représailles des Iraniens peuvent toucher tellement de sites différents dans la région que les Américains sont en train de déployer une grande quantité de systèmes de défense antiaérienne. De toute manière, est-ce qu'une frappe massive serait souhaitable? Parce que d'une part, il y aurait en effet des dommages collatéraux, et il y aurait des dommages collatéraux chez les Américains, ce que ne souhaitent pas évidemment les Américains eux-mêmes aux États-Unis et Donald Trump. Et par ailleurs, est-ce qu'elle est absolument nécessaire, cette frappe massive, ou on pourrait se contenter en l'espèce de cibles vraiment... de frappe ciblée, pardon. Alors, c'est vrai que Trump, dans ses promesses de campagne, il s'est engagé à ne pas engager les États-Unis dans une guerre. Engager les États-Unis dans une guerre, ça veut dire engager des troupes au sol dans une guerre. C'est l'Irak, c'est l'Afghanistan. Tout ça, c'est exclu. Mener des bombardements aériens à partir de chasseurs, bombardiers stratégiques ou de missiles de croisière Tomahawk, il y aura très peu de morts du côté américain. D'ailleurs, c'est cette méthode qu'ils utilisent régulièrement et qui marche ou qui ne marche pas. Je reviens à une opération qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Les Américains, c'est un peu passé sous le radar, mais pendant 45 jours, les Américains, à partir d'un porte-avions, dans l'océan Indien, ont bombardé pendant 45 jours les positions des Houthis, avec des bombes, avec des missiles de croisière. Les Houthis, finalement, l'opération s'est arrêtée. Un petit succès tactique de la part des Américains. Les Houthis ont arrêté de menacer les bâtiments en mer Rouge. Et puis 3 mois après, c'est terminé. Et les Houthis sont revenus, ils sont toujours là. Et ils continueront à menacer. Et s'il y a une opération, les Houthis participeront également en tant que proxy à des combats dans la région. Alexandre Malafaille. Si on essaie de décrypter ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines absolument sanglantes, mais qui n'étaient sans doute pas prévues au départ, personne n'imaginait
la répression extrême, la férocité qui se serait abattue sur le peuple iranien. Ce qui s'est passé, c'est que les Iraniens ont adressé un message extrêmement clair à tout le monde pour dire nous tomberons au prix du sang et au prix du sang qui coulera beaucoup, à la fois chez nous et sans doute chez nos voisins. Donc l'avertissement, il est extrêmement solennel. Quand vous massacrez 20 ou 30 000 personnes des vôtres en quelques jours et que vous tirez à l'arme lourde dans la foule, plus après toutes les exactions qui sont commises, il ne faut pas vous faire d'illusions sur ce que le régime fera pour tenir quoi qu'il en coûte. Donc l'avertissement, il est extrêmement sévère. Et deuxièmement, ce qui se joue en effet, c'est depuis très longtemps d'ailleurs, c'est le programme nucléaire iranien qui est la clé de survie du régime. C'est-à-dire que si l'Iran ne perd le contrôle de sa capacité à faire une bombe atomique ou être juste au seuil de la faire, sachant que c'est compliqué en Iran, parce que vous avez quand même une fatwa du guide qui dit qu'on ne doit pas détenir la bombe atomique. En théorie, ou la fabriquer. Alors, il y a une vraie ambiguïté, mais il y a des débats qui font extrêmement rage, parce que c'est leur seul moyen aujourd'hui de s'en sortir. Et ma question, mon général, c'est, dans ce débat-là, ils sont soutenus, les Iraniens. Ils sont soutenus parce qu'évidemment, le Venezuela est tombé, la Syrie est tombée, l'Iran fait partie d'un axe avec la Russie et la Chine. Ces acteurs-là, ils sont aussi à la manœuvre. Ils peuvent aider l'Iran dans leur programme nucléaire. Général Bruno Clermont. Bien sûr, l'Iran n'est pas tout seul. L'Iran, la Russie, la Chine, ils avancent ensemble, que ce soit dans la région, la Corée du Nord ou en Ukraine. Ils ont le même objectif, qui est de renverser l'Occident, qui est d'embêter les Américains, qui est de nous défier. Maintenant, sur la question du programme nucléaire, moi, il me semble qu'il y a beaucoup de bluff. Quand Trump dit que les négociations avancent bien, supposons que les Iraniens acceptent de démanteler leur programme nucléaire, démontent les centrifugeuses, ils ne le feront pas. envoient leurs missiles balistiques, les coulent dans du béton et disent au Hezbollah, aux Houthis, maintenant vous êtes gentils avec tout le monde, il n'y a plus de régime iranien. Donc en fait, on peut avoir l'impression, mais je me trompe peut-être, que c'est une manière pour Trump de montrer que les Iraniens, ce sont eux qui veulent la guerre et ça les permettra de déclencher l'offensive. Et peut-être dernier point, moi je pense que les massacres qui se sont passés, les 30 000 personnes, ça va obliger Trump à faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu les massacres. Mais à quel prix? À un prix, effectivement, à un prix... on évoquait tout à l'heure la question de la riposte des Iraniens. Ils ont aujourd'hui entre 4 et 5 000 missiles qui sont prépositionnés, qui sont prêts à taper à la fois à quelques centaines de kilomètres, voire à quelques milliers de kilomètres. Donc ça veut dire que potentiellement, les bases américaines, elles se défendront, mais tous les missiles ne seront pas interceptés. Et puis si en effet, il y a la complicité des autres pays du Golfe, comme ça a été très bien averti par les autorités iraniennes, voilà, tous ceux qui vont aider les Américains seront complices et seront victimes de représailles. Là, ça veut dire frappe sur les villes. Donc ça potentiellement, ça plonge la région dans le chaos. Mais je le redis, parce que je pense qu'ils sont prêts à emmener tout le monde dans le chaos pour dire ne nous faites pas tomber parce que sinon vous tomberez avec. Justement, j'allais y venir, le rôle des pays du Golfe autour, notamment le rôle du Qatar, qui interroge, qui est souvent facilitateur dans les conflits, mais aussi un petit peu partie prenante et pas forcément en faveur des Américains, non, mon général? Partie prenante, mais finalement un négociateur plutôt utile. On l'a vu dans l'affaire de la bande de Gaza avec le Hamas. Donc il faut quelqu'un qui a un profil un peu atypique, un peu non fréquentable pour ce genre d'action. Donc il y a le Qatar et la Turquie. Mais ils n'ont pas intérêt à ce que ça change, le Qatar, là, en l'occurrence. Les relations effectivement entre le Qatar et l'Iran sont un peu particulières, mais le Qatar, je pense qu'il a aussi besoin des Américains et pas simplement des Iraniens. Donc à nouveau, c'est là où c'est quand même quelque chose de très impressionnant, c'est que finalement, tout repose sur les Américains et sur Trump. C'est les Américains et Trump qui vont décider de la suite de l'opération, ou pas d'opération dans la région. Et malheureusement, ou heureusement, en tout cas, les autres s'aligneront sur les positions américaines. Jean-Michel Savator. Dans quel état est l'aviation iranienne? Est-ce qu'elle est en situation de résister un peu, ou est-ce qu'au fond, elle est vraiment très, très, très affaiblie? Il n'y a plus du tout de l'aviation iranienne. Là. Les Israéliens, en 3 jours, ils ont cloué au sol l'aviation iranienne avant même qu'elle décolle. À mon avis, ils ont éliminé au moins la moitié ou 80% des systèmes de défense antiaérienne. La seule chose qui reste effectivement aux Iraniens, aux gardiens de la Révolution, et un peu à l'armée, c'est les missiles balistiques. Ça a toujours été le cas d'ailleurs. Un missile balistique, c'est vraiment la prunelle des yeux beaucoup Israël, des Iraniens, une grande diversité. C'est aussi ce qui fait que la guerre des 12 jours s'est arrêtée aussi, parce qu'ils devenaient de plus en plus précis dans leur frappe. Oui, et puis par exemple, il y avait plus, les Israéliens sont arrivés en limite d'intercepteurs. Il n'y avait plus de missiles pour intercepter. Donc c'est pour ça que tant qu'il n'y a pas des monceaux de missiles qui arrivent et de systèmes antiaériens, je pense qu'il ne se passera rien. Et puis la deuxième force, effectivement, la marine des gardiens de la Révolution, qui peut bloquer le détroit d'Ormuz. Il nous reste quelques secondes. J'avais une question aussi. Ça veut dire quoi de considérer comme terroriste les armées européennes? C'est quoi? C'est un symbole? C'est ce qu'a dit le guide suprême ce matin. Écoutez, je pense que c'est de la communication pure. Conséquence, j'en vois pas. Peut-être que
les attachés militaires sont pas peut-être obligés de partir, mais c'est la seule chose que je vois comme conséquence directe, c'est simplement une montée déclaratoire, des tensions qui s'accumulent. Des risques terroristes sur l'Europe, éventuellement ? Les risques terroristes sur l'Europe, ils sont permanents, bien sûr. Et de toute façon, la DGSI, pratiquement toutes les semaines, elle déjoue un risque terroriste en France. Non, mais je veux dire, avec, dans ce contexte iranien, est-ce que l'Iran pourrait... Bien sûr, il y a des cellules dormantes un peu partout en Europe. Bon, pas rassurant. Merci en tout cas, Général Bruno Clermont, expert en stratégie militaire. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir apporté votre analyse.